Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui là, pour la présentation de Rachid Batoum et de Kera Beladian qui a pour titre de Quartier à forte densité culturelle entre visibilisation et invisibilisation des citoyens. Donc, Rachid est socio-économiste qui est chercheur associé à l'Institut de recherche et formation et d'action sur l'immigration et en Belgique. Et Kera est sociologue et professeur à l'Université de Lorraine-Metz, qui travaille autant au Québec que, c'est ça, donc en France en termes de projets de recherche. Merci beaucoup, Jean-François. Merci de nous accueillir. En fait, je vais essayer de, à travers aussi les rencontres que j'ai effectuées ici, grâce à Annick, Herrera et d'autres, voir comment je peux coller la réalité bruxelloise à celle, modestement, hein, parce que je connais pas beaucoup de réalité, en tout cas au niveau des quartiers ici à Sherbrooke et au Québec. Mais je vais quand même tenter, à travers quelques contenus des rencontres que nous avons eues, de faire un lien, si je peux. Hein. Si je peux pas, pardonnez-moi si je ne le fais pas. Alors, je vais intervenir sur la dimension quartier. Qu'est-ce que, en fait, un quartier à diversité culturelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, ça veut dire quoi le quartier pour finir? Qu'est-ce qu'il devient quand il n'y a pas cette dimension culturelle? Et pourquoi on dit quartier culturel? Quartier, chez nous, il y a aussi beaucoup d'appellations, hein, quartier défavorisé, quartier en pleine relégation, quartier, enfin, quartier populaire. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en sociologie, quartier populaire. Tout, il y a des sociologues qui le remettent évidemment en question parce que le contenu même de populaire, c'est un concept qui peut être vidé de son sens à cause d'autres réalités qui ne sont pas liées à cette notion de populaire. Alors, quand on lui colle au quartier cette notion de culturel, qu'est-ce qu'il devient? Les citoyens, c'est quoi quand on parle des quartiers? Est-ce que c'est des citoyens comme tout le monde? Est-ce que c'est des citoyens de seconde zone? Est-ce que chez nous, il y a des citoyens qui votent, par exemple, et ceux qui votent pas? Alors, je vais choisir une ville que vous connaissez peut-être de nom, Molenbeek, pour répondre à toutes ces questions. Et je vais essayer d'être dans le quantitatif et le qualitatif. Je vais essayer, pour que ça soit clair, d'utiliser certaines statistiques pour vous montrer deux choses. Deux choses, la paupérisation de ces quartiers-là et aussi la dimension culturelle de ces quartiers, dans le sens qui habite ces quartiers et pourquoi ils sont pauvres, est-ce que, et comment. Hein. Chez nous, le plus important, enfin en sociologie, c'est de comprendre les processus. Donc, disons, comment se fait-il qu'on est arrivé là, dans ces quartiers? Alors, Molenbeek, c'est une commune qui est beaucoup ciblée dernièrement, depuis déjà 2001, le 11 septembre, pour, et elle est mise en avant, et c'est de là qu'on va parler de visibilisation, invisibilisation. C'est une commune qui était invisible avant, jusqu'aux années 90. Il était invisible parce que il est habité et il est habité par des gens eux-mêmes invisibles, des immigrés, si vous voulez, qui viennent de différents pays, mais qui sont globalement des Maghrébins ici de plus en plus, et donc des Marocains à 80%. Donc, comment se fait-il alors qu'on est arrivé à ce que ce quartier est devenu visible en 2001, 2015 et 2016? Qu'est-ce qui fait qu'un quartier devient visible et qu'est-ce qui fait que sa population devient visible? Alors, évidemment, c'est le 11 septembre, vous savez, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, 2015 et 2016, les attentats, c'est ce qui s'est passé à Paris, à Bruxelles. Et ces deux dates-là sont très importantes pour arriver à une certaine visibilisation des populations à travers le prisme du radicalisme et du terrorisme. Alors, Molenbeek, c'est une commune de la région bruxelloise. Il fait partie de ce qu'on appelle à Bruxelles, les statisticiens appellent le croissant pauvre de Bruxelles. Donc, il se retrouve, vous allez voir la carte tout à l'heure, comme ça on peut mieux comprendre. Mais je donne quand même quelques chiffres que j'ai déjà donnés dans une première conférence, je pense. Le taux d'emploi pour les personnes belges est de 74% et 40% pour les personnes originaires du Maghreb, de manière globale. Là, c'est pas seulement à Molenbeek.
Déjà en 2008, hein, je ne remonte pas aux statistiques parce que nous avons des statistiques du Bureau international du travail depuis 1990. Donc, je pouvais, et les tendances sont toujours les mêmes. C'est une dégradation pour les Maghrébins, en tout cas une faiblesse au niveau du taux d'emploi, une augmentation, un taux élevé par rapport au chômage. Et quand on arrive à 2022, par exemple, la dernière date ici, le taux de chômage des personnes belges est de 5,6%. Elle est plus élevée, elle est le plus élevé chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, avec respectivement 18% et 16,4%. Vous voyez les proportions quand même, hein. On peut passer à un autre slide. Merci, Jean-François. Alors, vous voyez, Bruxelles, c'est ça. Et vous voyez le croissant pauvre, c'est ce qui est en mauve. Et vous voyez Saint-Josse, Scarbeck, Molenbeek, Saint-Jean, oui, Molenbeek, Saint-Jean, Saint-Gilles et Forêt et Anderlecht. Vous avez ces communes qui sont identifiées comme des communes pauvres. Statistiquement, hein, ce n'est pas des études qualitatives, c'est les statistiques qui disent que ce sont des communes pauvres et qui sont généralement, et on va voir la proportion des Maghrébins qui habitent dans ces quartiers. Et c'est qui est important de juxtaposer ces réalités de la pauvreté sur les populations qui habitent les quartiers. Et on va voir les discours qui se développent à travers aussi cette réalité de la pauvreté. Donc, Beau et Noiriel disent le problème de classe, et on va voir le problème d'origine qui se pose aussi, et tout ça intégré dans une mécanique précaire de la pauvreté qui continue encore maintenant et qui est là depuis X temps, mais que les réalités des attentats rendent visibles. Donc vous voyez que, et ça va, on va le voir de plus en plus, hein, parce qu'on va aller vers des indicateurs plus précis pour identifier la pauvreté. Oui, on peut passer. Alors, vous voyez que la part de l'Afrique du Nord, tout ça, c'est des statistiques de la Direction générale de statistique de Belgique, StatBel, et aussi de l'Institut bruxellois de statistique qui existe depuis une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'il nous aide beaucoup pour comprendre cette réalité-là au niveau quantitatif. Et vous avez, au niveau de la part de l'Afrique du Nord dans les communes de la région bruxelloise, par exemple, à Molenbeek-Saint-Jean, vous avez 6,29% pourcentage des Maghrébins. Et dans certaines communes, il est que de 0,78%. Et en progressant dans les graphiques, vous allez voir que dans les communes où il y a peu de Maghrébins, c'est les communes qui sont plus riches. Au niveau des revenus, au niveau de la qualité même, les parcs, la qualité de l'air, mais je ne suis pas rentré dans ces détails-là. Ça peut se faire facilement parce qu'il y a des statistiques, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps. Donc vous voyez que Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, le croissant pauvre encore une fois, Kokelberg et Bruxelles-Ville, Saint-Josse, Forêt, Saint-Gilles, Scarbeck, c'est les communes où les Maghrébins sont beaucoup plus présents, et surtout Molenbeek-Saint-Jean. Alors, Molenbeek-Saint-Jean est important, et vous voyez la carte, tout ce qui est en bleu vers le haut, c'est là où les Maghrébins habitent, avec une proportion très forte. Ça, c'est le monitoring des quartiers qui est fait par l'Institut bruxellois de statistique qui donne ces indications-là. Oui. Alors, on va voir le revenu moyen. Et là, on est plus dans le détail. Le revenu moyen des déclarations, vous avez, et là, j'ai inversé. Le revenu les plus élevés se retrouve dans la commune qu'on a vue tout à l'heure qui accueille, et là, j'aurais pu croiser les données, hein, qui accueille le moins de population maghrébine. Le pourcentage de l'Afrique du Nord dans ces communes-là est moindre, mais le revenu est plus élevé. Donc, c'est des communes riches où l'US Saint-Pierre, par exemple, on a vu 0,79% qui habitent ces communes-là de Maghrébins, la part des Maghrébins. Mais au niveau des richesses, vous voyez que c'est quand même le revenu imposable moyen par déclaration. En 2019, on n'a pas de statistiques actualisées et ça ne change pas fondamentalement de toute façon, comme disait mon ami l'économiste Abdeslam, mais il est à Oulier-Saint-Pierre, il est de 44 853, le revenu imposable moyen. Évidemment, on peut remettre en question les moyennes et tout ça, hein, mais c'est des tendances. On peut raisonner aussi en termes de médiane et ça arrive et ça donne les mêmes chiffres, plus ou moins.
Et vous avez Molenbeek-Saint-Jean à 23 305 de revenus. Vous voyez, de 44 000 dans les communes riches et dans les communes pauvres, on est presque à la moitié de ce revenu-là qui se retrouve dans les communes riches. Donc, un indicateur, revenu, se retrouve plus élevé dans les communes riches, moins habitées par les Maghrébins, et par contre, celle habitée par les Maghrébins est beaucoup moindre, presque la moitié des communes, des revenus des communes riches. Vous voyez, encore une fois, la tendance. Tout ça, le bleu vers le bas, cette fois-ci, c'est les communes riches qui ont un revenu supérieur à 36 000, à 37 000 euros. Oui. Le taux de chômage. Alors, le taux de chômage, vous allez voir les mêmes tendances. À Saint-Josse, qui est une commune du croissant pauvre, qui est beaucoup plus élevée, avec Molenbeek-Saint-Jean, donc Molenbeek, qui est accusé d'une commune radicale, une commune où il n'y a que des terroristes, parce qu'on a deux personnes, Abdeslam et Abaout, qui sont issus, originaires, si vous voulez, qui sont descendants de l'immigration marocaine, qui sont impliqués dans les attentats de Paris, de Bruxelles. Et donc, la commune est devenue une commune identifiée, stigmatisée comme une commune terroriste. Et donc, le taux de chômage ici, en 2021, le pourcentage est pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 23,97%. Et vous avez la fameuse Ollier Saint-Pierre, la riche commune, il n'est que de 10,32%. Donc les communes riches par rapport aux communes pauvres, il y a toujours presque la moitié, de la moitié du pourcentage qui est là de décalage, si on veut dire comme ça. Oui. Voilà la carte, encore une fois. Vous avez les communes riches vers le bas, hein, et les communes pauvres qui sont là en bleu cette fois-ci, qui sont aussi au niveau du taux de chômage. Ils ont un pourcentage très très élevé, le double par rapport aux communes riches. Le plus important à retenir, c'est de voir que ces communes pauvres sont habitées par les Maghrébins et les subsahariens, généralement un pourcentage très fort de Marocains. Oui. On va aller vite parce que les statistiques, ça tue. Oui, le droit à l'intégration sociale, si vous voulez, toute personne qui a besoin de quelque chose, et en particulier les demandeurs d'asile, les immigrés qui ont besoin d'une aide, il y a chez nous un centre public d'aide sociale qui donne un revenu ou qui participe à des aides. Il y a plein d'aides au niveau de la santé, au niveau même de la nourriture. Donc, c'est une première organisation qui est là pour aider les personnes. Et donc, ils octroient des droits à l'intégration sociale. Et on va retrouver, encore une fois, Molenbeek-Saint-Jean. Oui, Jean-François. Molenbeek-Saint-Jean, en troisième. Bruxelles aussi fait partie du croissant pauvre, hein, une partie de Bruxelles-Ville. Et donc, Molenbeek-Saint-Jean, le nombre du droit à l'intégration sociale par sexe est là, mais on peut aller plus loin. Ça. Juste dire que, oui, le nombre de bénéficiaires des revenus d'intégration, c'est bien de passer celui-là, il est de 8115 dont les bénéficiaires de ce revenu-là à Molenbeek, il est de 8115, la région bruxelloise, il est de l'ensemble de la région bruxelloise, ici, ce n'est pas Bruxelles-Ville, de 60 000 en tout. Mais vous avez la commune riche, Ollier-Saint-Pierre, toutes les communes riches, ils sont que de 585 bénéficiaires. Ça veut dire que les gens qui habitent là sont moins pauvres parce qu'ils n'ont pas ce revenu d'intégration sociale, ils ont d'autres revenus qui sont liés au salaire, au travail et autres. Mais ici, au niveau de Molenbeek-Saint-Jean, vous avez 8000 personnes qui ont ce revenu d'intégration. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre revenu que celui-là, donc ils dépendent du service public pour être aidés. Ça veut dire qu'ils sont, parfois, ils habitent dans des conditions précaires et autres. La seule possibilité pour qu'ils s'en sortent, c'est ce revenu-là. Ça, c'est des chiffres de 2022. Alors, personnes âgées, comment là aussi on retrouve le nombre de bénéficiaires d'une garantie au revenu aux personnes âgées par sexe, mais là,
C'est toujours les femmes encore ici. Il y a une distribution qui est intéressante parce que les femmes euh, sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Et dans ces communes-là, c'est les femmes qui subissent encore plus la pauvreté et la précarité. Et vous avez le nombre de bénéficiaires à Molenbeek-Saint-Jean, nombre d'hommes 951, nombre de femmes 1283. Et si vous descendez à Aulieu-Saint-Pierre, en bas, tout à fait en bas, vous avez 106 hommes qui est bénéficiaire dans cette commune de cette garantie et 239 au niveau des femmes. Donc le décalage entre femmes et hommes, il est là. Alors, on va passer maintenant, on a dressé le portrait à partir de quelques indicateurs de cette population d'origine maghrébine. On va passer à l'espace public. Qu'est-ce qui se dit au niveau des personnes dans des espaces publics et dans les médias? Il y a beaucoup d'histoires, hein, des attaques racistes, des affrontements dans les bus, par exemple. On interpelle les Maghrébins, on interpelle les musulmans. Par exemple, ici, c'est une femme en plein bus, mais ça fait un buzz. Combien d'années tu travailles ici, toi? Fais gaffe, parce que ça va péter. Et tous ceux qui se taisent ici pensent la même chose que moi. Tous ces Arabes, on en a plein le. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a là une certaine agressivité, il y a aussi une discrimination claire et dite. Il y a plus de gêne dans des espaces publics comme les bus et même des espaces juste dans la rue. Il y avait des agressions. On peut passer, oui. Ça, c'est au niveau au niveau une vidéo qui a beaucoup circulé sur comment l'homme arabe musulman traite les femmes. Et donc, ça a fait aussi un boom. Il y a même eu une loi sur le sexisme qui était, merci Annick de me prévenir, parce que j'aime pas ça, qui était votée grâce à ça, mais on part de l'homme arabe comme agresseur, l'homme arabe musulman, comme l'a montré cette vidéo. Oui, on peut passer. Oh, on peut passer. Ouais, ça c'est. Alors, la police. euh, oui, bon, voilà, c'est à cette époque-là, entre 2015, 2000, oui, le 11 septembre 2015-2016, on a ce genre de discours, humiliation par rapport aux jeunes issus de l'immigration, descendants de l'immigration maghrébine, le racisme, les propos racistes, les propos de haine, enfin, des bavures, enfin, entre guillemets, bavures, parce que quand c'est structurel, on ne nomme plus ça bavure. Oui, on peut passer. Les politiques et les élus, ils ont un discours, je l'ai dit l'autre jour, les petits comptes marocains, ça c'est le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration qui disait les petits comptes marocains n'apportaient aucune valeur ajoutée à la Belgique. Encore, oui, on peut passer, ça c'est un autre ministre qui dit la même chose, on peut pire quand même. On peut passer sur. Je voulais arriver aux photos parce que je ne veux pas passer mon temps. Oui, au niveau économique, un patron d'entreprise qui dit aussi la même chose que le ministre. Ils n'ont aucune plus-value. Il faut leur donner un coup de pied au cul pour qu'ils bougent. Ils font rien. Enfin, en parlant de la communauté marocaine, entre autres, on peut passer. Là, c'est les agences d'intérim qui mettent des annonces et qui font des injonctions à leurs employés pour ne pas engager des personnes d'origine marocaine, arabe. Donc, ça a fait un boom parce que c'est sorti en plein justement après les attentats. Oui, peu. On peut passer, Jean-François. Oui. Ah voilà, donc là on arrive à l'image. Évidemment, pas de halal ici, mort aux Arabes, et ça, on le retrouvait partout à un certain moment. On peut encore passer. Voilà, et là aussi, devant les mosquées, on dépose les têtes de cochon, de porc. Et à l'entrée d'une ville, on a mis interdit pour les Marocains. Ça, c'est en 2011. Islam est égal à danger, Mohamed est pédophile. Donc ça, c'est dans des endroits quand même où on passe, nous, moi j'ai déjà vu ça, donc on peut passer encore les mêmes têtes de porc dans d'autres
lieu, devant les mosquées, devant les constructions des mosquées. Euh, oui, musulmans en plein en bar, vous voyez que les musulmans passent, ils ne regardent même plus parce qu'ils sont habitués à ce genre de choses. Et donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fini. Oui, encore, je peux continuer comme ça pendant longtemps, mais on ne peut pas. Voilà. Donc, pour finir, en fait, c'est de dire que, il y a un contexte qui est lié à tout ce discours, à toutes ces informations sur les musulmans, entre autres les maghrébins, et il y a aussi les indicateurs économiques qui font que leur territoire est stigmatisé, leur communauté est stigmatisée, les familles sont stigmatisées et tout le monde, en fait, les vise comme des personnes qui sont plus bienvenues dans des communes autres. Ils doivent rester dans les communes où ils sont et continuer à être. Voilà. Merci. Donc, c'est ça. On vient d'avoir Rachid qui nous fait une présentation sur les effets de visibilisation extrême, finalement, là, au niveau des communautés maghrébines en Belgique. Et donc, moi, j'avais prévu plutôt de vous parler d'un phénomène inverse, en fait, d'invisibilisation. En Belgique, puis en France aussi, je pense que quand on parle de visibilisation, on est davantage sur les populations jeunes, plus jeunes. Quand on parle d'invisibilisation, on est davantage au niveau des personnes âgées. Et donc, ce que je vais vous présenter, je vais essayer d'être rapide aussi, mais c'est de vous montrer à quel point en France, les personnes âgées immigrées sont prises dans un phénomène d'invisibilisation et que ce phénomène-là a atteint son paroxysme au moment de la Covid-19. Donc, vous le savez, partout dans le monde, la Covid-19 a mis en lumière d'importantes inégalités, a exacerbé même les inégalités. Et vous le savez aussi, les personnes âgées figurent parmi les populations les plus durement touchées par la Covid-19. À tous les niveaux, sur le plan biomédical, sur le plan socio-économique, la Covid a engendré des effets disproportionnés pour les personnes âgées, avec une augmentation de l'anxiété, une exacerbation de leur isolement social, oui, de leur isolement social, des préjudices aussi à l'égard de leurs droits à l'autodétermination, des phénomènes d'agisme. Bon. Il se trouve que en France, il y a une situation un peu plus spécifique pour les personnes âgées immigrées non européennes. Les personnes âgées immigrées non européennes sont des personnes essentiellement issues d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes-là? C'est que durant la Covid, leur situation a été très préoccupante, puisque en France, la probabilité de décéder en 2020 a nettement plus augmenté pour les personnes nées en Afrique que pour celles nées en France. Donc là, on est dans le contexte Covid-19. On a, par exemple, plus 48% de décès par rapport à la même période en 2019, par rapport à des personnes qui sont nées en France. On a une hausse qui a été assez phénoménale pour les personnes nées en Afrique, nées au Maghreb, pardon, plus 54% de décès. Et des personnes nées dans un autre pays d'Afrique, plus 114%. Et pour toutes les origines, les décès étaient plus flagrants chez les personnes âgées. Bon, il y a plusieurs facteurs qui ont expliqué ça. Donc, on a plusieurs études qui sont sorties, notamment des études qui ont été faites par les instituts, pareil, de statistiques. Donc les conditions de vie, toute la précarité. Ces personnes vivent aussi dans des logements, dans des quartiers à très forte densité, des logements qui sont surpeuplés la plupart du temps. Ils sont aussi surreprésentés parmi les travailleurs des métiers dits de première nécessité, en fait, hein. Donc ceux qui ont été le plus exposés durant la première vague, notamment dans les transports, etc. Mais aussi, ce sont des personnes qui ont des facteurs de santé aggravés, puisqu'on va le voir, la plupart du temps, ce sont des personnes âgées qui ont travaillé dans des secteurs professionnels très difficiles. Le bâtiment, par exemple, ou beaucoup les métiers de service, mais beaucoup le bâtiment, l'agriculture aussi. Donc, ces enjeux font des personnes âgées immigrées une population particulièrement vulnérable aux effets de la pandémie. On sait que les personnes âgées immigrées vivent exactement les mêmes défis liés au vieillissement que leurs homologues non immigrés, sauf que ces personnes âgées immigrées, les problématiques de ces personnes-là sont constitutives de ce phénomène-là, d'invisibilisation sociale. C'est-à-dire que leur réalité, leurs besoins sont très peu connus et sont rarement pris en compte. Et leurs difficultés sont aggravées, sont complexifiées aussi par des parcours de vie qui sont difficiles. Elles ont vécu des parcours de vie migratoires
difficiles, ponctués d'obstacles, des parcours professionnels difficiles, résidentiels, des parcours liés à la santé, liés à l'accompagnement social, ponctués d'obstacles, systématiquement. Très rapidement, je vais essayer de parler un peu des parcours migratoires, qu'on comprenne un petit peu le contexte. Vous savez, en France, de la part de la France, plutôt, il y a eu une histoire liée à la colonisation, notamment avec l'Algérie. Et puis là, au niveau des parcours migratoires, ces personnes qui sont devenues des personnes âgées aujourd'hui en France sont arrivées dans les années 50-60 à peu près en France. Ce sont souvent des hommes seuls, qui sont venus seuls, qui ont laissé leurs conjointes, leurs enfants au pays, et qui sont venus vraiment pour participer à ce qu'on appelait l'effort d'après-guerre. Ce sont des personnes qui ont des parcours professionnels avec des emplois peu qualifiés, peu rémunérés ou même non déclarés, donc comme je le disais, majoritairement dans les métiers d'agriculture ou du bâtiment. Aujourd'hui, elles se retrouvent à des très faibles niveaux de retraite. Elles ont quelques filets de sécurité économique, comme tu le disais en Belgique. Donc, c'est des petits fonds de solidarité, enfin d'allocation de solidarité vieillesse. Elles ont des parcours résidentiels aussi très pénibles. Elles vivent dans des logements HLM la plupart du temps ou dans des hôtels meublés. Les hôtels meublés, c'est spécifique à cette population-là. C'est-à-dire que ce sont des hommes seuls qui sont arrivés en France dans les années 50-60 et qui ont été placés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les foyers de travailleurs migrants et qui sont dans des chambres, en fait, des chambres avec des cuisines collectives. Et ce sont des chambres qui sont devenues insalubres et souvent partagées. Ils vont partager comme 9 mètres carrés à 2 personnes, par exemple. Ils ont continué à vieillir dans ces conditions-là. Au niveau de leur parcours de santé, elles connaissent un phénomène de vieillissement précoce dû notamment à la pénibilité des emplois occupés. La plupart ont des pathologies lourdes, des maladies chroniques, des maladies invalidantes. Et au niveau du parcours d'accompagnement social, c'est ce qui va nous intéresser le plus, c'est que ce sont des personnes qui sont en général peu demandeuses. Elles sont silencieuses, elles sont difficiles à rejoindre au niveau des services de santé et des services sociaux. Donc, elles ont de moins en moins recours également à leurs droits sociaux. Ce sont des personnes, d'où l'idée d'invisibilisation. On ne les voit pas, ces personnes. Pourtant, elles existent. Et donc, dans ce contexte de crise là, de Covid-19, évidemment que ces personnes ont été amenées à recevoir du soutien de la part d'intervenants sociaux, sauf que les connaissances au niveau de l'intervention auprès de ces personnes ne suffisent pas du tout pour accompagner en contexte de crise sanitaire, en contexte de crise majeure. Bon, on avait quelques leçons déjà apprises au niveau d'anciennes pandémies, là, le H1N1 notamment, où on a très peu de recherches, mais certaines nous disaient quand même que dans les pratiques de l'intervention sociale, on devait, en contexte de crise sanitaire, le plus possible tenir compte des spécificités des populations et des communautés. Donc, dans le contexte de la Covid-19, évidemment, les populations âgées, et puis ça, je pense que c'est très important de le mentionner, ne sont pas une population homogène. Et justement, c'est ce qui va rendre difficile l'appréhension des problématiques vécues par les différentes catégories à l'intérieur même de la catégorie des personnes âgées. Donc, on a mené une recherche-action dans le contexte de la Covid-19 donc en France, donc lié à ce manque de connaissances, mais aussi parce que il y a un besoin de développer des outils, des pratiques d'intervention adaptées aux spécificités de ces personnes et dans un contexte spécifique qui est le contexte de crise sanitaire. Donc, l'objectif était d'outiller les intervenants d'un guide de pratique qui vise à intervenir adéquatement auprès des personnes âgées en contexte de pandémie. Puis, on s'est inspiré d'un cadre spécifique, là, de Comprehensive Emergency Management, donc bâti autour de 4 grands piliers, on va dire, qui est prévention, intervention, rétablissement. Prévention, préparation, intervention, rétablissement. Puis à chaque fois adapté au contexte, au rôle et au niveau de responsabilité des acteurs de l'intervention sociale. Pour être un peu plus précise aussi, on a mené cette recherche en France. On a fait à peu près la même chose au Québec, mais pas seulement pour les personnes âgées immigrées, mais pour les communautés ethnoculturelles de manière générale, on a utilisé la même méthodologie. Donc, on a mené cette recherche dans 6 régions françaises, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On a pu rencontrer 79 personnes âgées immigrées en entretien individuel et en focus group, 61 hommes, 18 femmes d'origine non européenne, nées au Maghreb et dans d'autres pays d'Afrique, puisque la hausse des décès lors de la première vague a été plus forte chez ces populations. On a rencontré des personnes majoritairement nées en Algérie, au Maroc, en Tunisie, puis le reste, ça va être le Sénégal, la Mauritanie, le Congo. Des personnes avec différents statuts d'immigration qui ont acquis la nationalité française ou pas, qui vivent en foyer ou en résidence sociale. Donc, comme je vous ai expliqué, ce sont des foyers spécifiques où les personnes vivent dans une chambre, cuisine collective et des habitats très insalubres,
ou en habitat diffus, c'est-à-dire dans des quartiers, dans des hors foyer, en fait. Des personnes âgées de 55 ans et plus, donc évidemment, on peut être surpris là, par le vieillissement à cet âge-là, mais vraiment, on est dans un phénomène de vieillissement précoce à cause des conditions de vie précaires, de la pénibilité des emplois occupés. La moyenne d'âge des personnes rencontrées était de 72 ans. On a rencontré aussi des professionnels de l'intervention sociale, 36 personnes en focus group et en entretien individuel. Au niveau des résultats, je vais essayer d'aller vite, je pense que au niveau des résultats. Alors, parmi les principales difficultés vécues par les personnes âgées immigrées, pendant la Covid, il y a eu un phénomène d'inaccessibilité ou d'indisponibilité d'informations sanitaires officielles multilingues. Et ça a créé un sentiment d'abandon chez les personnes âgées immigrées. D'ailleurs, la plupart du temps, les foyers, en tout cas, on a eu ce témoignage-là en Île-de-France, donc région parisienne, les foyers de travailleurs migrants ont été abandonnés, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on met en place des mesures, puis tout à coup, les gestionnaires qui s'occupent des personnes âgées s'en vont, ne sont plus là, ne reviennent pas le lendemain, parce qu'on a demandé à tout le monde d'être confiné, donc ils ne reviennent pas. Là, ces personnes ne parlent pas beaucoup le français, là, même si ça fait longtemps qu'elles sont en France, elles ont du mal encore à comprendre le français, à lire le français, et donc il y a eu un vrai sentiment d'abandon de la part de ces personnes-là. On a aussi une incompatibilité des logements avec les mesures de distanciation, de confinement. Évidemment, ça a créé des effets inverses, en fait, des effets pervers. C'est-à-dire qu'on les a confinés dans ces chambres-là. Qu'est-ce que ça a provoqué? Des surexpositions au virus avec des personnes qui ont un état de santé déjà très précaire. La fermeture généralisée, soudaine et non préparée des administrations publiques, la généralisation des technologies numériques comme étant le seul moyen de communication, ça a été une catastrophe, puisque ça a engendré quoi? Des ruptures d'accès aux droits sociaux. Des ruptures aussi dans les filets économiques au niveau de la sécurité sociale et économique, des prestations sociales. Des ruptures aussi dans le renouvellement des cartes de séjour qui est déterminant. On en parlait hier, des personnes qui sont parties au Maroc pour rendre visite à la famille, puis qui n'ont pas pu revenir parce qu'elles étaient bloquées ou qui sont revenues, puis finalement qui ont dû rembourser leurs allocations. Vraiment des situations catastrophiques. On parle des personnes âgées immigrées. La plupart du temps, sont obligées de continuer à travailler aussi. Mais évidemment, par rapport à la pauvreté, certaines continuent de travailler. Et ces secteurs-là ont été mis à l'arrêt, comme partout. Donc, restauration, commerce, voilà. Donc, ces personnes ont eu une perte de revenus et une aggravation de leur précarité socio-économique. On va passer à l'effet qui a été vécu comme étant le plus difficile à supporter par les personnes âgées immigrées, c'est l'isolement social. Les mesures de distanciation, de confinement, de couvre-feu a exacerbé l'isolement social de ces personnes. Parmi les plus touchées, celles qui n'ont pas ou peu de réseau de soutien social, celles qui se sont brutalement retrouvées coupées de leur famille ou de leur cercle d'amis. Pourtant, nombreuses sont celles qui vivaient déjà de l'isolement avant la pandémie, mais cette fois-ci, comme nous dit cette personne dans son témoignage, ce n'est pas le même isolement. Une personne nous dit, avec le confinement, je me suis sentie réellement isolée, beaucoup plus qu'avant. Ce n'est pas le même isolement. Avec le confinement, on m'a pris la liberté d'aller dans des endroits où j'ai l'habitude de me rendre et où je rencontre des gens que je connais. On a coupé complètement ces personnes de tous leurs espaces de sociabilité habituels. Elles vont souvent dans des cafés de rencontres, les squares, les lieux de culte aussi. Tout ça, ça a bouleversé leurs repères. Elles ont été privées d'interactions sociales. Il faut savoir que certaines ne sont plus du tout sorties de chez elles pendant les confinements et parfois même après. Elles ont continué à s'isoler. Il y a vraiment eu une peur de contracter la maladie ou de transmettre la maladie. Il y a eu aussi un manque ou une incompréhension au niveau de l'information sanitaire. Il n'y avait pas d'information multilingue. Il y a eu des contrôles de police aussi durant les confinements, durant les couvre-feux. En fait, en France, c'est une spécificité française. Il fallait avoir une attestation de sortie. Donc, il fallait soit l'imprimer, soit l'avoir sur le téléphone cellulaire. Mais évidemment il faut savoir lire, il faut savoir écrire pour compléter ça. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir le matériel qu'il faut. Puis, si tu n'avais pas cette attestation-là, tu étais contrôlé par la police, tu recevais un ticket, tu recevais une amende. Et évidemment, les personnes âgées immigrées ne savent pas forcément lire, n'ont pas tout ce matériel-là, donc beaucoup ont été verbalisés par la police. Il y a eu des contrôles et des amendes abusives. Ce contexte d'isolement a provoqué une dégradation au niveau de leur état de santé physique. Elles disent qu'elles doivent composer avec l'angoisse, le stress, l'anxiété, la dépression. Ces problématiques de santé sont d'autant plus préoccupantes que, comme je le disais, la COVID-19 a ralenti ou interrompu l'accès aux soins, alors qu'elles sont touchées par des maladies chroniques. Donc, toutes ces restrictions ont été vécues comme une grande souffrance culturelle et spirituelle. Il y a eu un grand sentiment
de culpabilité. Mais il faut savoir quand même que la Covid-19 a été vécue de manière transnationale, hein, c'est-à-dire qu'elle vivait la pandémie dans le ici, en France, mais dans le là-bas aussi, c'est-à-dire leur pays d'origine, le Maroc, l'Algérie. Au niveau du rétablissement, je vais passer, en fait, on a observé quand même plusieurs leviers de rétablissement possibles pour réduire l'isolement des personnes âgées immigrées. Donc, l'isolement a été, je le rappelle, le problème le plus durement vécu par ces personnes. Et le rétablissement des personnes âgées immigrées passe nécessairement par le rétablissement des professionnels de l'intervention sociale. Clairement, quand on a rencontré ces professionnels, toutes nous ont expliqué qu'elles avaient une surcharge de travail tout à coup pendant la Covid-19. Elles se sont retrouvées à devoir être multitâches, polyvalentes, des tâches qu'elles n'avaient parfois jamais réalisées. Donc, il y a une surcharge de travail, des tâches de travail inappropriées. Par exemple, elles ont pris le relais de certaines administrations publiques qui ont fermé. Il y a eu un burn-out chez certaines, un sentiment d'abandon aussi, ça c'est quelque chose qui a traversé tout le monde. Beaucoup se sont sentis abandonnés, un sentiment de dévalorisation. On a eu aussi des femmes voilà, qui ont été touchées par ces enjeux-là, avec de nombreuses démissions ou des arrêts de travail. Sans l'implication de ces professionnels, c'est évident que ça devient difficile de rétablir les conditions d'existence des personnes âgées immigrées. Donc, il y a une nécessité de revaloriser, de reconnaître aussi ces professionnels, que ce soit une reconnaissance sociale, mais aussi une reconnaissance au niveau financier, au niveau des salaires. On a plusieurs leviers aussi, notamment, on le sait, traditionnels, on va dire, là, les familles, les proches, les associations locales communautaires, elles ont été très présentes, elles s'appuient sur les forces qui existent déjà, elles savent comment entretenir des liens de confiance avec les populations, elles ont développé des stratégies pour aller directement vers les personnes âgées immigrées, et on est d'avis que ces associations, ces organismes devraient faire partie intégrante des plans d'action gouvernementaux, que ce soit avant, pendant ou après une pandémie. Les médias, les radios locales aussi ont joué un rôle majeur au niveau des informations multilingues, par exemple. Les croyances, les pratiques spirituelles aussi, elles ont aidé à trouver un sens à la survenue de cette pandémie. Elles ont aidé à faire face à l'isolement, au deuil, à la peur, au stress, à l'anxiété. Et dès le début de la pandémie, plusieurs se sont tournés vers leurs leaders religieux ou spirituels pour obtenir de l'information. Ce sont des personnes ressources importantes. Elles représentent des personnes de confiance et rassurantes. En tout cas, je vais rentrer dans la conclusion. On comprend qu'au niveau biomédical, économique, psychosocial et culturel, la crise liée à la COVID-19 a engendré des effets disproportionnés dans la vie de nombreuses personnes âgées immigrées non européennes qui sont déjà grandement marginalisées et fragilisées par la précarité de leurs conditions de vie. Donc, la COVID-19 a poussé le processus d'invisibilisation des personnes âgées immigrées à son paroxysme. Alors, au niveau de la santé, c'est clair que les impacts de l'isolement sont vraiment préoccupants. Les confinements ont entraîné une distorsion au niveau des liens sociaux et une discontinuité, une rupture même dans l'accompagnement social et dans l'accès aux soins des personnes âgées immigrées. Et on le sait, l'isolement social agit comme un facteur de risque pour la santé physique, pour la santé mentale des personnes. Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui encore, même si on est sorti de la pandémie, il est nécessaire de reconstruire, de revitaliser le lien social en évitant l'accueil de l'agisme. Et surtout, en distinguant les personnes âgées qui subissent l'isolement social, donc qui va être générateur de difficultés, et les personnes âgées qui utilisent l'isolement de manière proactive comme un moyen de retrouver une certaine quiétude. Ce n'est pas parce que une personne s'isole qu'elle ne le veut pas. Parfois, c'est vraiment volontaire, l'isolement. Donc, bien que les impacts de l'isolement sur la santé mentale soient vécus par d'autres groupes sociaux au sein de la population française, on pense qu'il est important de tenir compte des spécificités vécues par les personnes âgées immigrées dans les programmes de rétablissement. Les cultures, les parcours, les expériences, tout ça, l'individualité, tout ça, ça peut jouer un rôle d'influence sur les perceptions autour de la santé, de la maladie et de la mort. Je répète, on considère que les personnes âgées immigrées ne sont pas un groupe homogène. Les immigrés, les immigrants ne sont pas en eux-mêmes un groupe homogène. C'est d'autant plus important qu'on sait que les gouvernements qui basent leur réponse à une crise majeure de santé publique à partir d'hypothèses de risques égaux pour tous les groupes sociaux, sans tenir compte de leurs spécificités, risquent d'accroître les inégalités et de diviser les populations. Je termine. Les résultats de la recherche apportent quand même des indications très importantes au sujet des forces individuelles et communautaires des personnes âgées immigrées. Et ces forces-là, elles peuvent être mobilisées comme des leviers d'intervention dans la perspective d'un rétablissement post-pandémique. On le sait, la famille, les associations, les organismes agissent comme des leviers importants, mais on a aussi vu que la spiritualité peut agir comme un levier important.
Ce qu'on observe, c'est que la spiritualité semble contenir le potentiel de soutenir la résilience de ces personnes âgées immigrées, donc de pouvoir rebondir après des épreuves de vie difficiles, donc de trouver des formes d'adaptation. Et il y a de plus en plus d'études qui démontrent que lorsque la spiritualité fait sens, elle peut avoir des impacts significatifs sur la guérison, sur le bien-être émotionnel et mental et sur l'adaptation, ainsi même que sur l'estime de soi. Et on le sait aussi, les travaux de Manning nous parlent vraiment de ces enjeux-là. Plus on vieillit, plus les individus vieillissent, plus la spiritualité devient une source de résilience. Rapidement, je termine avec la façon de percevoir la spiritualité. Je termine vraiment là. C'est juste pour dire qu'on conçoit la spiritualité comme un phénomène universel de l'expérience humaine. On s'inspire de Hodge, qui a beaucoup travaillé sur la spiritualité. Cette conception revient à admettre que la spiritualité peut exister au sein de la religion, mais qu'elle peut aussi exister en tant qu'entité distincte, en dehors du cadre religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut tenir compte des expériences vécues par les personnes âgées et immigrées qui ont des croyances ou des pratiques spirituelles reliées à une foi, mais aussi religieuses, mais aussi qui ont des croyances et des pratiques en dehors d'un contexte religieux. Et ça, c'est important de ne pas nier cet aspect, en tout cas dans les programmes de rétablissement post-pandémique. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de recherches à développer par rapport à ça. Je termine et je remercie mon équipe de recherche avec qui on a pu travailler, donc Emmanuel Jovelin, Piero Galloro, on a également des assistants de recherche, des doctorants qui ont travaillé avec nous, Quentin Moscato, Mustapha de Haas et Messad Abar. Et c'est une recherche-action qui a été réalisée en partenariat avec les membres du groupe d'intérêt scientifique Recherche-Action Inclusion Formation Sociale, et notamment avec Émilie Duvivier et Yves Lacascade. Et peut-être que tu connais Monsef Labidi, qui a rejoint aussi l'équipe de recherche qui est très impliquée dans les enjeux du vieillissement des personnes immigrées et surtout qui est le créateur en France du concept de café social et des domiciles partagés qui vise à favoriser l'accès aux droits et au bien vieillir des personnes immigrées, âgées immigrées.